S'il y a bien une compétence que les photographes amateurs ont du mal à maîtriser, c'est d'obtenir des photos nettes en toutes circonstances, peu importe le sujet photographié. Les photos floues, c'est donc un des premiers obstacles auxquels on se confronte quand on fait ses premiers pas avec son appareil. Et ça peut être quelque chose d'assez frustrant parce qu'à certains moments, nos photos sont parfaitement nettes et à d'autres moments, sans avoir touché à quoi que ce soit, on a un flou non désiré qui vient tout gâcher. Et on ne sait pas vraiment d'où ça vient, ni comment faire pour s'en débarrasser. Mais est-ce que je vous apprends quelque chose si je vous dis qu'il n'y a pas un seul type de flou, mais bien 3 différents, et donc 3 manières potentielles de ruiner la netteté de vos images? Eh bien, ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de flou qui existent, quelles en sont les causes, et ce qu'il faut faire concrètement pour les éviter. Je vais même aller plus loin et vous présenter un 4e type de flou qui n'en est pas vraiment un, alors restez bien jusqu'au bout. On commence tout de suite avec la première raison de vos photos floues, qui est le bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan qu'il est possible de créer à l'aide d'une faible profondeur de champ. Et la profondeur de champ, ça représente la zone de netteté plus ou moins grande de votre image. Elle est déterminée à partir du point sur lequel vous allez réaliser le focus, c'est-à-dire la mise au point. En utilisant une grande ouverture et en réalisant la mise au point sur son sujet, on s'assure donc que ce dernier soit bien net et que le reste de la scène soit flou. C'est un effet créatif très agréable et souvent volontaire. Il permet de détacher le sujet de l'arrière-plan pour le mettre davantage en valeur et il n'y a aucun souci à utiliser le flou de cette manière, même en photographie de paysage. Mais ça devient plus problématique quand on rate sa mise au point et qu'au lieu d'avoir un arrière-plan flou, ce soit le sujet qui le devienne. Parce qu'on va pas se mentir, dans 99% des cas, ça sera pas du tout volontaire et ça va clairement se ressentir. Alors rater sa mise au point, en réalité, c'est pas si évident que ça parce qu'on a l'autofocus qui est là pour nous simplifier la vie. Il suffit d'avoir son sujet dans la zone des collimateurs autofocus et d'appuyer à mi-courbe sur le déclencheur et ça garantit dans la majorité des cas un sujet bien net. Mais il y a quand même certains cas où réussir sa mise au point, c'est plus compliqué que ça et j'en ai listé 4. Premier cas, c'est lorsque le sujet est en mouvement. Il suffit alors de passer en mode autofocus continu pour avoir les collimateurs qui vont traquer le sujet et garantir sa netteté. Deuxièmement, si la scène est peu contrastée, on peut avoir un autofocus qui patine, c'est-à-dire qu'il va pomper d'avant en arrière sans jamais réussir à trouver le sujet. Ça va aussi dépendre des performances de votre boîtier parce qu'on a des technologies d'autofocus différentes d'un modèle à un autre. Troisièmement, si le sujet est trop proche de nous et qu'on ne respecte pas la distance minimale de mise au point, eh bien ça sera impossible de faire le focus. Et 4e cas, c'est lorsqu'on se sert de la mise au point manuelle. C'est particulièrement utile en photographie de nuit pour faire le focus sur les étoiles et ça demande une certaine précision. Donc on peut assez facilement se retrouver avec une photo floue. Et il y a même un 5e cas où on peut réussir sa mise au point mais quand même avoir un sujet partiellement flou, c'est lorsque la profondeur de champ est trop faible. Sur cette photo, j'ai l'œil de l'animal qui est net parce que c'est là où j'ai réalisé la mise au point. Mais comme j'utilise une très grande ouverture de f1.8, j'ai le bout du museau qui est flou. Alors tout ça, ce sont des cas un peu spécifiques, donc j'ai pas détaillé plus que ça, mais sachez que vous allez forcément y être confronté durant votre parcours. Je vous rassure quand même, la plupart du temps, réussir sa mise au point, ça reste un jeu d'enfant et vous y arriverez très bien. Donc c'est probablement pas la raison de vos photos floues. Le vrai coupable, c'est très certainement le flou de bouger. C'est le flou causé par le mouvement involontaire de notre appareil. Et c'est un flou qu'on cherche généralement à éviter parce qu'il montre une négligence de la part du photographe. Au moment de la prise de vue, même si on a l'impression de rester parfaitement immobile, les micro-tremblements de nos mains vont affecter notre image lorsqu'on utilise une vitesse d'obturation basse. Plus cette vitesse sera basse, plus nos mouvements seront perceptibles. C'est quelque chose qui risque d'arriver lorsque la luminosité ambiante est faible, parce que pour compenser ce manque de luminosité et bien exposer sa photo, c'est très probable qu'on se retrouve à utiliser des vitesses plus basses qu'en temps normal. Ce flou va aussi dépendre de la focale que vous utilisez, car plus elle sera longue, plus ces micro-tremblements vont se ressentir. À vitesse égale à 1/10 de seconde, le flou de bouger se verra davantage en photographiant avec un téléobjectif de 200 mm plutôt qu'avec un grand angle de 24 mm. Pour être certain d'avoir une photo nette à main levée, on peut utiliser la vitesse de sécurité, qui équivaut à 1 divisé par la focale de l'objectif. Mais cette vitesse de sécurité, c'est vraiment une valeur minimale à atteindre. Pour être serein, je vous recommande d'utiliser des vitesses 2 à 3 fois supérieures à celle-ci. Donc si je photographie avec un objectif de 100 mm, 1 centième de seconde, c'est le minimum syndical pour éviter d'avoir un flou de bouger sur mon image. Mais il faut quand même être vigilant et faire attention à sa posture et à la manière dont on tient l'appareil photo. Avec une vitesse 2 à 3 fois supérieure, c'est-à-dire comprise entre 1/2 centième et 1/3 centième de seconde, là je suis certain d'éviter tout flou de bouger, même si je tremble un petit peu ou que je photographie à une seule main. Et si je peux aller au-delà, c'est encore mieux. En réalité, c'est possible de descendre en dessous de la vitesse de sécurité et tout de même réaliser des photos nettes à main levée. Mais il faut être très stable. C'est quelque chose que je fais assez souvent quand je réalise des poses longues avec des cours d'eau. Je me mets volontairement à 1/6 ou 1/4 de seconde. Mais pour éviter le flou de bouger, je prends appui sur un arbre ou sur un rocher, je retiens ma respiration et la stabilisation du boîtier couplée à celle de l'objectif m'aide énormément. Mais à des vitesses encore plus basses, 1 seconde, 5 secondes, 20 secondes,
ça ne peut pas faire de miracle et c'est dans ce cas qu'on va devoir se servir d'un trépied. Même moi, je fais encore beaucoup de photos floues dans ce contexte et donc descendre en dessous de la vitesse de sécurité à main levée, c'est pas du tout quelque chose que je recommande pour les plus débutants. Donc pour avoir une photo nette, la solution, c'est simplement de monter sa vitesse d'obturation. Plus vous augmentez la vitesse, plus vous réduisez le risque d'introduire du flou de bouger. Et donc vous pourrez vous permettre d'être moins stable sans craindre quoi que ce soit pour la netteté de votre photo. Si malgré ça, il y a toujours un flou présent sur votre image, c'est très certainement lié au flou de mouvement. C'est le flou non pas causé par votre propre mouvement, mais par celui du sujet que vous photographiez. Et lui aussi est lié à la vitesse d'obturation. C'est un flou qui est également très esthétique et qui permet de créer des effets de filet en réalisant une pose longue. Pour ça, on utilise volontairement des vitesses basses qui peuvent aller de 1/6 de seconde jusqu'à quelques secondes, voire plusieurs minutes. À partir du moment où on dépasse la seconde d'exposition, le trépied est de rigueur. C'est un effet créatif que j'apprécie énormément lorsqu'il est correctement dosé et je vous encourage vivement à l'utiliser sur différents sujets en mouvement et pas seulement avec les cours d'eau. Vous pouvez l'utiliser pour capturer le mouvement des nuages ou pour réaliser des photos d'orage. Donc encore une fois, ça a totalement sa place en photographie de paysage. Mais c'est plus problématique quand ce flou n'est pas volontaire et qu'au contraire, on aurait préféré figer le mouvement du sujet. Et clairement, un léger flou de mouvement non volontaire, ça se ressent et ça ne met pas du tout en valeur votre sujet. Sur cette série de photos, je suis à 1/50e de seconde. Je respecte la vitesse de sécurité, donc mon paysage qui lui ne bouge pas est net. Par contre, j'ai un sujet en mouvement et ma vitesse n'est pas suffisante pour compenser le mouvement du troupeau, donc les chèvres apparaissent légèrement floues. Par contre, sur cette photo, je suis à 1/200e de seconde et là, c'est suffisant pour que toutes les chèvres soient bien nettes. Il n'y a pas une vitesse précise à atteindre parce que ça va dépendre de la vitesse de votre sujet. Mais plus il sera rapide, plus il faudra augmenter la vitesse d'obturation pour compenser son mouvement. Donc si je prends cette vitesse de 1/200e de seconde, ça devrait être suffisant pour figer le mouvement d'une personne en train de marcher, mais ça sera peut-être pas suffisant pour correctement figer une vague. Et ça sera très loin d'être suffisant pour figer un oiseau en plein vol. Dans l'idéal, on aimerait pouvoir toujours utiliser une vitesse très élevée, comme 1/4 millième de seconde, pour figer le mouvement à coup sûr. Mais très souvent, ça ne sera pas possible car votre scène ne sera pas suffisamment lumineuse et vous vous retrouverez avec une photo totalement sous-exposée. Donc il faut jouer avec les paramètres de son appareil pour trouver un compromis qui va permettre de figer le sujet tout en exposant correctement votre photo. Bien évidemment, tout ça, c'est dans le cas où l'on souhaite avoir un sujet parfaitement net. Mais si vous utilisez ce flou de manière volontaire et artistique, ça ne pose aucun souci. Donc vous connaissez maintenant les 3 types de flou qui existent et vous savez qu'il y a un premier type de flou, le bokeh lié à la mise au point, et 2 autres types de flou, le flou de bouger et le flou de mouvement lié à la vitesse d'obturation. Et donc pour avoir une photo avec un sujet net, il suffit dans un premier temps de réussir sa mise au point et ensuite d'utiliser une vitesse qui va compenser à la fois votre mouvement et celui du sujet. En respectant tout ça, vous serez certain de ne plus avoir de flou indésirable et donc de bien mettre en valeur votre sujet. Mais malgré ça, ça peut arriver que certaines de vos photos présentent un léger manque de netteté. Et on va donc rapidement parler du piqué de l'image. Le piqué, c'est la sensation de netteté de votre photo. Et dans certains cas, on peut avoir l'impression sur son logiciel de retouche que la photo n'est pas complètement nette. C'est pas du flou à proprement parler, mais on a cette sensation que la photo manque de détails, qu'elle est un peu plate. Et en particulier au niveau du sujet, là où on a réalisé la mise au point. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais la plus courante, c'est l'objectif que vous avez utilisé. Généralement, les objectifs transstandards, c'est-à-dire qui couvrent de très grandes plages focales, offrent de moins bonnes performances. Au contraire, les objectifs à focale fixe sont réputés pour offrir un excellent piqué. Et il peut aussi varier en fonction de l'ouverture que vous utilisez. À la plus grande ouverture, il sera généralement un peu plus faible, et il existe une ouverture qui est propre à chaque objectif où le piqué sera optimal. Et on appelle ça justement l'ouverture optimale ou le sweet spot. Là non plus, je ne vais pas développer plus que ça parce que ça reste quelque chose d'assez subtil. La plupart des objectifs et des ouvertures offrent un piqué plus que correct et il faut vraiment zoomer à 200% dans l'image pour se rendre compte que oui, effectivement, il y a un léger manque de netteté. Ça peut être quelque chose qui a son importance si ce sont des photos destinées à un tirage, mais pour le reste, ça vaut pas vraiment le coup de se prendre la tête là-dessus. Et c'est pas ça qui va faire une vraie différence sur votre travail. En revanche, ce qui va faire une vraie différence, c'est votre manière de composer. Et pour ça, vous êtes libre de télécharger mon guide sur la composition en photographie de paysage. J'y partage toutes les règles que j'utilise au quotidien lors de mes propres sorties et qui vous aideront, j'en suis sûr, à réaliser des photos dont vous serez fiers. C'est 100% gratuit et le lien de téléchargement est dans la description. Parmi les 3 types de flou qu'on a vu ensemble, c'est bien le flou de bouger et le flou de mouvement qui vous causeront le plus de soucis. Comme ils sont tous les deux liés à la vitesse d'obturation, on a besoin d'une vitesse élevée pour les éviter. Et pour atteindre de telles vitesses, sans sous-exposer son image, la meilleure solution, c'est de monter la sensibilité ISO. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous montre les possibilités créatives qu'offre un ISO élevé.